Vous m'entendez souvent dire qu'avant de changer quelque chose, il faut en avoir conscience. C'est effectivement le premier pas, parce que si vous n'avez pas conscience de quelque chose, vous n'allez pas pouvoir intervenir dessus. Alors on peut ne pas avoir conscience de quelque chose pour plusieurs raisons, notamment le fait de ne pas savoir nommer ce dont il s'agit. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va mettre des mots sur des trucs. Ces trucs-là, ce sont en quelque sorte vos paramètres. Vous avez un logiciel à l'intérieur, il est paramétré d'une telle façon. Ces paramètres, c'est ce qu'on appelle les métaprogrammes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour résumer, ce sont vos manières de traiter l'information. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous allez recevoir ce que cette personne vous dit d'une certaine manière. Vous allez comprendre par rapport à, admettons, des filtres. Chacun a ses filtres. Donc à quoi ça va servir de prendre conscience de ces métaprogrammes? Eh bien ça va servir à mieux se connaître soi-même et donc mieux pouvoir changer, mieux pouvoir retrouver son propre pouvoir à soi, pour pouvoir remettre du choix dans ce qu'on vit. Ça va aussi servir à mieux communiquer parce que en prenant conscience de vos métaprogrammes et des métaprogrammes des autres, vous allez pouvoir adapter votre manière de parler à leur manière de comprendre. Du coup, ça va aussi vous donner un autre regard sur les gens, sur leur comportement, sur leur façon de parler, qui, j'espère, peut rendre plus tolérant. On peut bien évidemment changer ces métaprogrammes, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est déjà d'en prendre conscience, parce que vous allez voir, il y a toute une liste. Je vais vous en donner qu'une partie. Dans la description, vous allez retrouver aussi la version texte de cette vidéo, où là, je vais vraiment plus détailler, enfin ce sera un peu plus clair pour vous y retrouver si vous voulez vous poser là-dessus et relire tout ça tranquillement. Il y en a certains que vous connaissez, vous les connaissez peut-être pas en tant que métaprogramme, mais vous les utilisez déjà. Donc je vais commencer par ceux-là qui sont plus faciles à comprendre, et puis on va aller sur les autres à la fin, qui là pour le coup vont vraiment mettre des mots sur des comportements et des attitudes. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ces termes-là qui sont pas courants, je suis souvent amenée à les expliquer parce que maintenant moi je m'en sers beaucoup dans ma vie, donc j'espère que ça vous aidera aussi à mettre quelques petits trucs au clair. Il faut savoir aussi que les métaprogrammes, ils sont un peu présentés comme un extrême et un autre. En réalité, même si évidemment on peut se retrouver dans un extrême ou à l'autre, en général, il y a un curseur et ça varie. C'est-à-dire que selon les périodes de votre vie et selon les situations, vous allez être plutôt positif ou négatif, par exemple. C'est le premier métaprogramme que je voulais aborder avec vous. Également, même si d'apparence certains métaprogrammes, là, tels que je vais les présenter un petit peu succinctement, peuvent paraître problématiques, ils sont tous utiles. Dans certaines situations, en fait. C'est vraiment une question de réglage. Donc, positif et négatif, c'est tout simplement l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Comment est-ce que vous voyez la vie? Quand je vous dis qu'il y a des cadeaux partout, par exemple, ça c'est une attitude très positive. Donc, quelqu'un de très positif, peut-être que ça peut paraître bien, mais on peut aussi être tellement positif qu'on vient à en oublier certaines choses négatives. C'est les gens qu'on va appeler les bisounours, par exemple. Et il y a les gens qui sont très négatifs, ils vont peut-être souvent se revendiquer comme des gens réalistes. Quelqu'un qui trouve pas sa place dans la vie, il va être focalisé sur tous les trucs qu'on voit dans ce monde de merde. Et comme c'est un peu moins agréable à vivre, on va plutôt appeler ça des gens chiants. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, c'est vraiment juste des exemples pour vous aider à comprendre, et après vous faites le tri là-dedans de toute façon. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous intéresse, vous rejetez le reste. Autre métaprogramme, on a global, spécifique, et on a aussi latéral. Typiquement, quelqu'un qui est global, il va utiliser des mots un peu vagues, mais lui, il va savoir de quoi il parle. Il va parler de manière générale. Du coup, ça va vraiment agacer quelqu'un qui est spécifique, qui lui va avoir besoin de détails pour comprendre. Et du coup, la conversation entre les deux peut être un peu pénible, parce que le global va se noyer dans les détails du spécifique, et il aura juste envie de dire « mais accouche quoi !» Et puis le latéral, il va toujours utiliser des synonymes finalement, il va être redondant dans ses explications, on va pas plus être avancé au début qu'à la fin. On a ensuite le métaprogramme associé-dissocié. Si vous avez téléchargé le pack auto-hypnose, vous avez une induction qui reprend ces principes-là. Associé-dissocié, typiquement, ça va être est-ce que vous êtes plutôt spectateur ou... non, attends, c'est l'envers. En étant associé, vous allez être acteur de la situation et dans ce que vous ressentez, et en étant spectateur, vous allez avoir un peu de recul et donc être dissocié un peu de vos émotions, par exemple. Quelqu'un qui est associé, il peut être plus expressif, plus communicant, on va dire qu'il est à fond dedans. Alors que quelqu'un qui est dissocié, on va peut-être trouver qu'il n'a pas l'air très concerné par ce qu'il raconte, que ça représente pas grand-chose pour lui. Métaprogramme, aller vers ou éviter. Là, ça va être une question de motivation. Est-ce que vous êtes motivé pour aller vers un résultat ou pour éviter la conséquence de la non-action? Est-ce que vous êtes motivé parce que vous allez gagner ou parce que vous ne voulez pas perdre? Est-ce que vous voulez arrêter de fumer pour être en bonne santé ou pour pas avoir un cancer? On a aussi le plaisir et l'obligation. Est-ce que je suis dans le j'ai envie ou dans le il faut? Il y a aussi le fait de choisir sa vie ou de la subir. Créatif, linéaire. Comment est-ce que vous allez suivre
les règles c'est un peu vague ou les instructions qui vous sont données? Est-ce que vous allez plutôt créer votre propre chemin ou alors suivre quelque chose qui est un peu plus tracé? Par exemple en cuisine, est-ce que vous allez collecter des ingrédients et puis en faire un petit micmac, voilà, improvisé? Ou est-ce que vous allez suivre à la lettre les étapes du livre de recettes? Je rappelle à mi-parcours là que c'est vraiment une question de période, de situation et que voilà, ça peut changer tout le temps. Hein. Vous pouvez avoir un fonctionnement qui a besoin justement de passer par un métaprogramme pour accéder à un autre. Justement là dans la cuisine, peut-être que pour devenir créatif en cuisine, vous avez besoin d'abord d'être linéaire, donc d'abord de suivre des livres de recettes, pour pouvoir ensuite apprendre comment fonctionnent les aliments entre eux pour composer une recette à vous. Alors maintenant, il y en a deux qui vont sans doute mériter un petit peu plus d'explications, qui peuvent être nouveaux pour vous. Encore une fois, vous retrouvez tout ça dans la version écrite de la vidéo pour faire le point tranquillement à votre rythme. Le premier des deux derniers, donc, c'est est-ce que vous êtes plutôt en référence interne ou plutôt en référence externe? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est comment vous faites votre propre avis sur quelque chose. Est-ce que vous allez plutôt consulter les autres références externes? Ou est-ce que vous allez plutôt vous en foutre de ce que disent les autres et puis vous faire votre propre avis uniquement par rapport à vous-même? Quelqu'un qui est en référence interne, il est sa propre référence. Quelqu'un qui est en référence externe, les autres sont sa référence. Qu'est-ce que ça donne dans la vie comme type de caractère? Quelqu'un qui est référence interne, c'est quelqu'un à qui on peut pas dire grand-chose, qui va pas facilement se remettre en question, parce que la remise en question va éventuellement venir des autres. Donc il va pas vraiment prendre les feedbacks de l'extérieur. Pour le coup, c'est quelqu'un qui est très autonome. Par contre, c'est quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup de potes parce que les discussions avec lui vont peut-être être un peu houleuses et il va tout rejeter qui vient de l'extérieur, donc à un moment c'est chiant quoi. C'est pas quelqu'un qui va apprendre facilement parce que pour apprendre, il faut prendre des choses de l'extérieur. Par contre, c'est très important pour se faire son esprit critique. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très réf externe, il va être très influençable, voire manipulable. C'est quelqu'un qui va pouvoir s'adapter très vite. Parce que du coup, lui, il prend ce qui vient de l'extérieur, donc il peut apprendre facilement. Mais c'est quelqu'un qui va être tout le temps dans le doute, qui va avoir du mal à choisir. Donc encore une fois, selon les différents domaines de votre vie, est-ce que vous êtes plutôt ref externe ou ref interne? Est-ce que vous choisissez vos habits tout seul ou est-ce que vous demandez à vos copines de venir choisir avec vous? Est-ce que vous construisez votre vie en fonction des grandes idées de la société ou est-ce que vous avez plutôt tendance à un peu sortir hors du cadre et puis rejeter ce que la société vous propose, par exemple? Alors il m'est venu un truc hier dans une discussion, mais du coup c'est un peu tordu parce que en fait, l'idée, c'est qu'on peut être ref interne dans sa ref externe. Alors, j'explique. L'idée ici, ça partait des gens qui se réfèrent toujours à la science. Se référer toujours à la science pour construire son point de vue, mettre la science en position d'autorité, et c'est valable pour toutes les autres positions d'autorité, hein, c'est être en référence externe sur la science. Ce que je dis là ne remet pas du tout en cause la science, mais plutôt l'attitude que les gens ont par rapport à la science. Et du coup, ces gens-là vont tellement mettre la science en position d'autorité que finalement, ils vont internaliser, ça se dit, le raisonnement de la science. Donc on pourra jamais rien dire et jamais rien remettre en question, parce que c'est la science qui l'a dit. Du coup, ils ont fait de leur référence externe, la science, leur propre référence interne. Est-ce que c'est clair? C'est une idée que j'ai eue un petit peu comme ça. En vrai, je sais pas trop quoi en faire, j'y réfléchis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis le deuxième truc qui mérite un peu d'explication, c'est le tri sur soi et le tri sur l'autre. Ça, c'est vraiment la manière dont vous traitez les informations que vous recevez, comment vous comprenez. Je vais tout de suite dans les exemples. Quelqu'un qui est en tri sur lui, ça va être quelqu'un qui va interpréter ce qu'on lui dit, voire déformer. Exemple typique, je suis rentrée tard ce soir, ah ouais, t'étais avec qui? Cette personne-là, ma maladie n'est pas finie. 10 jours. Cette personne-là, elle va avoir un peu ses solutions toutes faites et elle va avoir tendance à un peu camper dessus. C'est difficile de communiquer avec quelqu'un qui est en tri sur lui parce que il est dans son monde. Il va pas du tout aller se mettre à votre place. Donc c'est chiant. C'est quelqu'un qui va vraiment être dans sa subjectivité à lui et qui va pas vraiment écouter ce que vous êtes en train de lui dire. A l'inverse, quand on est en tri sur l'autre, eh bien là on va l'écouter, on va se mettre à sa place du mieux qu'on peut. Est-ce que c'est vraiment possible? Je ne pense pas. Quelqu'un qui est en tri sur l'autre va rechercher à être objectif, à vraiment aller dans le monde de l'autre. Il va quelque part se mettre de... mettre de côté ses raisonnements pour vraiment comprendre l'autre, pour s'intéresser. Donc du coup, dans la discussion, c'est quand même plus agréable. Et puisque je les mets un petit peu partout, l'accord Toltec qui correspond à ce métaprogramme, donc de tri sur soi ou de tri sur l'autre, eh bien c'est typiquement ne faites pas de suppositions.
Voilà donc pour quelques métaprogrammes, il y en a plein d'autres, mais déjà avec ça vous avez les principaux, sachant que vous avez vos principaux aussi, vos métaprogrammes dominants. Donc une fois que vous mettez un point ou un autre ou un tel pourcentage, vous allez pouvoir vous demander quels sont les métaprogrammes les plus intéressants pour vous dans telle situation, dans votre vie, dans votre métier aussi par exemple. Quels sont les métaprogrammes aussi des autres et qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes avec qui le courant passe plus ou moins bien parce que simplement vous avez des métaprogrammes qui s'accordent. Une fois que vous repérez ça, vous allez vous observer. Vous allez avoir un autre regard sur vous dans certaines situations, encore une fois. Quand vous devez faire un choix, quand vous devez analyser quelque chose, posez-vous la question, est-ce que là je suis en train de me faire mon opinion par rapport à mon avis, par rapport à mes ressources, ou est-ce que je suis en train de prendre les autres comme critères? Dans tous ces métaprogrammes, quelle que soit la façon dont je les présentais là pour que ce soit plus clair, il n'y en a pas un qui est bien et un qui est mal. Quand je dis que le tri sur soi, c'est chiant dans les conversations, c'est hyper important le tri sur soi pour savoir ce qu'on ressent et savoir ce qu'on veut. C'est hyper important dans les moments d'introspection. C'est juste une question de dosage et de est-ce que c'est adapté à cette situation là maintenant. Donc oui, observez-vous, et déjà le fait de remarquer est-ce que là je suis plutôt en référence interne ou externe et est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux dans cette situation, là vous allez pouvoir au fur et à mesure, déjà rien qu'en observant ça, vous rediriger vers ce qui vous plaît si ce que vous aviez aujourd'hui ça vous plaisait pas. Je pense que ça fait déjà pas mal de choses, donc je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous voulez des précisions. Rendez-vous encore une fois sur la version écrite de la vidéo, donc sur le blog, pour pouvoir réfléchir à tout ça de manière plus posée. Si ce que vous avez entendu dans cette vidéo met le doigt sur quelque chose que vous souhaitez voir évoluer chez vous, vous pouvez télécharger le pack auto-hypnose juste là, ça vous aidera donc à faire vos premiers pas en auto-hypnose et puis petit à petit, en persévérant, à atteindre plus vite vos objectifs. Il faut persévérer quand même. Si vous voulez un monde meilleur, partagez cette vidéo. En faisant ça, vous y participez directement puisque prendre conscience de quelque chose est la première étape du changement. Donc, en regardant cette vidéo, vous aidez cette première étape à se réaliser. Un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la page Facebook pour suivre un peu tout ce qui se passe sur cette chaîne et sur le blog, et aussi pour lire des citations un petit peu tous les jours sur le changement, l'hypnose, etc. qui, j'espère, changent un petit peu de d'habitude puisque je les ai sélectionnées pour ça, pour pas être redondante et poster les mêmes citations qu'on voit partout. Salut, à bientôt!